Bonjour à tous. Philippe Rollet, donc je suis coordinateur des études à la Chambre d'agriculture de Vaucluse et vous avez peut-être aussi été amené à me rencontrer dans le cadre du groupement d'études agricoles qu'on a, qui se nomme Terres et Territoires, et on est présent un petit peu à travers toute la région PACA, puisque en tant que membre, on retrouve la SAFER PACA et plusieurs chambres d'agriculture de Vaucluse. L'intervention d'aujourd'hui en fait, va vraiment se focaliser par rapport à un projet qu'on vient de lancer au sein de la Chambre d'agriculture de Vaucluse. Donc un vaste projet qui nous prend beaucoup de temps depuis son lancement en mars dernier. Et voilà, donc projet voulu déjà il y a maintenant une dizaine d'années par le président de la Chambre d'agriculture de Vaucluse. Et c'est un projet qui rentre, comme vous le voyez dans le petit alinéa juste au-dessus des partenaires financiers, dans le cadre d'un appel à projet qui se nomme Opération d'amélioration de l'utilisation des ressources en eau à des fins agricoles dans le territoire Hauts-de-Provence rhodanienne. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le Hauts-de-Provence rhodanienne, ce nom un peu barbare, ce toponyme un peu barbare? En fait, je vous présenterai le périmètre d'études précisément un petit peu par la suite, mais c'est un territoire qui regroupe le Sud-Drôme et Nord-Vaucluse. Alors, vous voudrez bien m'excuser parce que je crois que parmi nous, il y a quand même beaucoup de géomaticiens, beaucoup de spécialistes de l'information géographique. Je ne suis pas, donc s'il y a des termes pas forcément appropriés ou pas d'information géographique, vous n'en voudrez pas. Donc, dans le déroulé, l'idée, c'est de vous présenter très rapidement en quoi consiste ce projet, le contexte dans lequel ce projet en fait, a vu le jour, et enfin voir un petit peu comment on a pu traduire, comment on a pu exploiter les données de la base Oxol dans ce projet, tout en sachant qu'encore une fois, on n'est vraiment qu'en phase, préliminaire. On est au début de ce projet. Parmi les principaux objectifs du projet, en fait, l'idée c'était d'abord de connaître un petit peu le territoire aujourd'hui en tant que tel, et également à horizon 2050, parce que le projet, on va dire, un élément important du projet, c'est la thématique réchauffement climatique, changement climatique, il faut plutôt l'appeler comme ça. Donc il va falloir qu'on soit en capacité aussi de se projeter à horizon 2050, pour tout ce qui est agricole, pour tout ce qui est analyse des besoins en eau pour l'agriculture, mais également pour tout ce qui est collectivité ou industriel. Il va falloir également prévoir toutes les adaptations nécessaires pour aboutir à une gestion plus économe des ressources en eau, et également sectoriser tous les territoires où la substitution sera envisagée. L'idée étant au final de pouvoir mettre en place une gestion quantitative de l'eau sur ce territoire, bien évidemment en démarche concertée avec l'ensemble des acteurs liés à l'eau et liés à l'agriculture, et enfin réduire les pressions sur les ressources en eau locales qui sont aujourd'hui extrêmement fortes et dynamiser l'économie agricole locale. En fait, le but majeur, c'est vraiment d'essayer d'anticiper au mieux les ressources en eau pour éviter des conflits qui sont quasiment évidents à venir dans les années qui viennent, au vu de la tension sur ce sujet, quoi. Au niveau de l'organisation de ce projet territorial, en fait, c'est deux acteurs principaux, donc la préfecture de Vaucluse, qui est chargée avant tout de vérifier la bonne concertation avec le territoire et le bon déroulé du projet, et a été confié à la Chambre d'agriculture toute la partie études, donc l'étude agricole exhaustive et l'étude des besoins en eau. Voilà. Et également, on va coordonner toutes les études plus hydrauliques, on va dire plus techniques, qui seront confiées à des bureaux d'études experts en la matière. Le but étant d'arriver, si tout va bien, si les financements, si on arrive à justifier un petit peu l'intérêt du projet, d'arriver à des travaux d'aménagement à horizon 2020-2022, pour être, si on est un petit peu optimiste. Et par rapport à ces travaux d'aménagement, il sera bien évidemment, il faudra identifier un maître d'ouvrage qui sera en capacité de gérer tout ça. Au niveau du calendrier, je ne vais pas rentrer en détail, rassurez-vous. En gros, les études préliminaires ont été lancées au printemps dernier. Donc là, on est vraiment en plein cœur de la production. Et la fin des études est prévue à automne-hiver 2018.
Je ne vais pas rentrer en détail, mais sachez simplement que le travail est vraiment très conséquent, puisqu'il est prévu de rencontrer 300 à 350 exploitations agricoles, qu'on a sur le territoire, on est à peu près à 4000 exploitations. Donc on essaie de rencontrer un panel représentatif de ces exploitations. On a tout un gros travail cartographique. Je ne vais pas rentrer en détail, mais vraiment sur divers sujets. Et l'idée finale, c'est vraiment d'arriver, c'est la finalisation du projet territoire, c'est d'être en capacité d'identifier un maître d'ouvrage qui pourra porter ces aménagements et qui pourra justement, on aura vraiment un territoire qui sera desservi correctement. Donc le territoire projet dont je vous parle à l'instant, donc comme vous pouvez voir, en fait, il s'étend sur toute la partie nord Vaucluse, sud Drôme. Donc territoire un petit peu particulier parce qu'on est à la fois entre la vallée du Rhône, la Drôme provençale, le nord Vaucluse. Voilà, donc 81 communes. Donc en gros 3/5 en Vaucluse et 2/5 en Drôme. Donc un territoire très vaste puisqu'il couvre plus de 1600 km². On va vraiment sur des territoires différents parce qu'on est aux confins à Sorgues, vous êtes aux confins d'Avignon, et on monte jusqu'au-dessus de Nyons et de Grignan-les-Adémars. Et on va également d'est en ouest, on va de la vallée du Rhône jusqu'au contrefort du Ventoux. Alors un territoire quand même très particulier parce que là vous le verrez après dans ma présentation, on est sur 2 régions administratives, donc on est sur PACA et Auras, on est sur 2 départements différents. Et on est également dans un secteur qui se situe aux marges des centres régionaux. Alors quand je dis aux marges des centres régionaux, c'est que c'est souvent, en particulier pour le Sud-Drôme, des territoires qui sont un petit peu délaissés par leurs collectivités respectives, parce qu'ils sont éloignés des centres administratifs comme Valence, etc. Il en va aussi un petit peu de même pour la partie Vaucluse. 11 intercommunalités, 4 périmètres de SCOT, voilà pour le territoire. Donc l'objet vraiment du projet, c'est étudier la faisabilité, entre autres, c'est étudier la faisabilité des réseaux d'irrigation de manière concertée. Donc là, vous avez une carte un petit peu qui représente l'ensemble des structures d'irrigation collective. Donc en résumé, ce sont un petit peu tout ce qui est ASA. Donc l'idée de départ, c'est d'abord de voir comment on peut faire des économies d'eau sur ces réseaux existants. Voir après s'il sera opportun d'aller créer de nouveaux réseaux d'irrigation à partir, en l'occurrence, des prises d'eau du Rhône, que vous voyez, les principales en fait sont en étoile bleue sur la carte, et voir également si à partir de réseaux existants, il ne serait pas opportun d'aller étendre justement ce réseau existant et d'adapter les réseaux par rapport aux ressources locales. Alors un petit rappel, pourquoi on va dire on est arrivé sur ce projet, pourquoi sur ce secteur? Alors l'idée, c'est si on se concentre sur le Vaucluse, on s'aperçoit qu'en fait, 2 tiers du territoire agricole est aujourd'hui sécurisé. Sécurisé, c'est-à-dire qu'un producteur, une exploitation est en capacité de disposer de l'eau d'irrigation tout au long de l'année. Et notamment, surtout dans les périodes d'attention, les périodes qui se veulent les plus critiques pour les productions agricoles, à savoir juin, juillet, août et même septembre, où le territoire au-dessus, ça ne sera pas du tout le même contexte. Sécurisé également, pourquoi? Parce que justement les réseaux d'irrigation puisent dans la Durance. Sur la partie Sud-Drôme, Nord-Vaucluse, là on est vraiment sur un territoire qui est non sécurisé, parce que les réseaux d'irrigation en fait, puisent à partir des 3 cours d'eau principaux que sont le Lez, l'Aigue et l'Ouvèze. Et donc ce sont des bassins versants dits déficitaires. Déficitaires parce que justement, en fait, arrivée la période estivale, on a souvent de très grosses restrictions réglementaires par rapport au niveau de la nappe qui est souvent très, très basse. Autre élément préoccupant par rapport au Nord Vaucluse, c'est qu'encore une fois, sur toute la partie sud, vous voyez clairement qu'on a des réseaux collectifs qui sont mieux structurés, plus adaptés à l'agriculture actuelle. Alors, plus structurés, pourquoi? Est-ce qu'on a des structures comme type Canal de Provence ou Canal Saint-Julien, pour ne pas les nommer, qui sont sur toute la partie, on va dire, sud. C'est le jaune et le vert que vous voyez, en particulier. Et donc, ils sont plus costauds financièrement et techniquement parlant. Et donc, les exploitations agricoles, en fait, disposent d'eau en sous-pression et non pas en gravitaire.
à la différence du territoire au nord, où justement là, on est vraiment sur des secteurs où on a beaucoup plus de toutes petites zazas, gérées un petit peu à l'ancienne, si je peux me permettre, en mode irrigation gravitaire, donc pas forcément adapté à l'agriculture d'aujourd'hui, et systématiquement avec des moyens financiers extrêmement limités, donc aucune capacité d'investissement. Donc comme je vous l'ai dit juste précédemment, on est vraiment aussi dans un secteur où on a les 3 bassins versants déficitaires, donc l'Aigle, l'Aise, l'Ouvèze. En plus de ceci, donc ça c'est le contexte actuel, il est prévu dans les années qui viennent en fait des restrictions supplémentaires. Donc il va falloir que les exploitations agricoles et autres particuliers que de l'économie soit faite, puisque 9 millions de mètres cubes devront être économisés, dont parmi ces 9, 8 exclusivement pour l'irrigation agricole. Donc en plus d'être tendu, ça va le devenir encore plus. Sur ce territoire, on retrouve également une nappe patrimoniale qui se nomme le Miocène. Une nappe en gros où l'eau est d'extrême bonne qualité. Et il est très fort probable, même si aujourd'hui on n'a pas encore les retours, il est très fort probable que cette eau en fait soit destinée exclusivement à l'eau potable dans les années qui viennent. Ce qui fait que vous ne les voyez pas là, mais en gros, au sein de cette nappe du Miocène, qui est représentée en rose, vous avez énormément de forages, donc de particuliers, d'exploitants en particulier, qui puisent dans la nappe justement pour pouvoir irriguer, pour pallier soit l'absence d'irrigation par le biais de structures collectives, soit parce que ces structures collectives d'irrigation qui sont gravitaires ne sont pas appropriées par rapport au type de culture de l'exploitant. Donc il est aussi fort probable que tous ces forages fassent l'objet d'une substitution à terme. Enfin, dernier constat important, c'est que, je vous parlais de 2050 tout à l'heure, on aura bien évidemment, et là, je ne suis pas expert en la matière, mais tout le monde sait pertinemment qu'on va s'orienter vers un réchauffement climatique. Et donc les premiers effets pour notre territoire, ce sera une augmentation tendancielle des températures et également une évolution beaucoup plus marquée de la répartie des pluies dans l'année. On va dire qu'en gros, les pluies seront beaucoup plus marquées, beaucoup plus violentes à certaines périodes et encore moins lissées qu'aujourd'hui. Donc, gros souci pour l'agriculture. Autre élément de contexte, cette fois-ci un tout petit peu plus élargi, et après j'en viens plus au vif du sujet. Ça, c'est simplement des éléments de contexte qui permettent de se rendre compte un petit peu de l'utilisation de l'eau dans le monde méditerranéen. Donc là, vous voyez pertinemment que sur ce graphique, en fait, seulement 10% de l'eau en France est consacrée à l'agriculture. L'idée, c'est pas de donner des bonnes et mauvaises notes, c'est simplement un élément de constat qui permet de voir qu'on est effectivement très loin des autres pays méditerranéens et en particulier de l'Italie et de l'Espagne. Un autre sujet brûlant et qui peut être sujet à polémique, problématique dans notre projet, c'est la fameuse problématique de l'irrigation de la vigne de cuve, je parle bien. Donc ça va être aussi un élément important de notre projet. Donc juste un petit graphique pour vous montrer, à l'image du graphique précédent, vous voyez en fait tous les pays producteurs de vin aujourd'hui. Donc on peut parler du nouveau monde. Donc vous voyez bien qu'en gros 90% des pays irriguent à hauteur de 90% leur parcellaire viticole. Et à droite en fait vous voyez les pays européens, les pays plus traditionnellement producteurs de vin, donc l'Italie, l'Espagne et la France, où vous pouvez vous apercevoir qu'on est à 4%. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'arriver à 90% ou d'arriver à 26%, c'est simplement pour bien se rendre compte que en France, l'irrigation de la vigne reste quand même extrêmement confidentielle. Bon, ça, je peux passer. Et voilà, donc maintenant, plus par rapport au sujet. Donc, je vous rappelle un petit peu le territoire. Donc, un territoire structuré autour du fleuve Rhône et des 4 principaux cours d'eau, l'Aigle, l'Ouvèze et la Berre, que vous voyez. Donc là, on retrouve notre cœur du sujet, donc l'occupation du sol 2014. Donc, vous voyez qu'on est sur un territoire qui est quand même extrêmement agricole. À caractère, on nomme rural périurbain, c'est-à-dire qu'en gros, on est quand même très agricole avec plusieurs pôles urbains qui
qui vont de Nyons à Valréas en passant par Sorgues et Orange. Voilà, 85 000 hectares de surface agricole, environ 3 500 exploitations recensées sur l'ensemble du territoire, une quarantaine de coopératives agricoles. Tout ça, c'est un peu pour vous remettre, vous plonger un petit peu dans le territoire. Finalement, seulement 10% de terres agricoles seraient réellement irrigables, parce que là, on parle au conditionnel, parce qu'on n'a pas les éléments très précis. Tout ça pour dire qu'on est dans un secteur où l'agriculture est pérenne, dynamique et économiquement importante. Ça, c'était l'un des enjeux importants du projet, c'était démontrer, avant de pouvoir poursuivre sur le projet, que l'agriculture était vraiment dynamique et pérenne. Au niveau viticole, vous allez vous apercevoir de l'importance de la vigne de cuve au sein de ce territoire. Donc là, vous avez les appellations, toutes les appellations viticoles au sein du territoire, qui vont des appellations crues que vous avez en marron foncé, jusqu'aux appellations Côte-du-Rhône que vous avez en différentes teintes roses. Voilà, donc on a vraiment une vraie diversité et une vraie importance au niveau viticole. Donc là, en fait, ça c'est l'appellation, toutes les appellations périmètre AOC. Et là, juste derrière, en fait, c'est une extrapolation de la base Auxol, où on a recensé, on a récupéré toute la base vigne de cuve qui avait été produite dans le cadre de ce référentiel. Donc là, vous verrez par la suite qu'on a fait quelques croisements intéressants et qu'on arrive à des résultats intéressants. Donc la viticulture est vraiment la filière phare du territoire, parce qu'à l'exception des marges, donc vallée du Rhône et puis un petit peu contrefort du Ventoux et Drôme, un peu plus Drôme provençal, où on a une diversité culturelle un petit peu plus marquée, on a quand même un vrai bloc viticole homogène au sein de Rose, au sein de notre territoire. Bon, ça j'ai passé rapidement, sinon je vais dépasser. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est vraiment sur un territoire d'études qui est complexe sur le plan administratif, puisque 2 régions, 2 départements, 11 intercommunalités. Et qui dit complexe sur le plan administratif dit très complexe dans le recueil de données, donc de données statistiques ou de données cartographiques, parce qu'on a affaire à des acteurs multiples, on a une véritable hétérogénéité dans la production des données, que ce soit en termes de méthode, en termes d'échelle de numérisation, et voire même, en particulier pour la partie Sud-Drôme, l'absence totale de pas mal de données qui nous a amené à pas mal de difficultés. Donc par rapport à tout ça, il a fallu qu'on aille jusqu'à lancer la production de certaines données dans les secteurs déficients, parce que ces données de base, comme l'occupation du sol en l'occurrence, comme tout ce qui touche à la pédo et à l'agronomie, et également les structures collectives d'irrigation, c'était des données, on va dire, de base essentielles pour la suite de notre projet. Donc si on prend l'exemple de la donnée Auxol, donc cette donnée, on a vraiment eu la chance d'en disposer juste à sa sortie. Et c'est une vraie chance, parce qu'en plus, elle couvrait pas l'ensemble de nos territoires, mais elle couvrait de l'ordre de 80% du territoire. Et on a eu la chance, comme le disait monsieur de TTI, de pouvoir bénéficier du côté PNR des Baronnies qui, alors je ne sais pas dans quel cadre ça a été fait, conventionné avec le PNR, mais l'Auxol a été également numérisé sur ce périmètre. Donc ça nous a permis de couvrir une bonne partie de la Drôme. Sur les secteurs manquants, en revanche, on a essayé de rechercher au sein de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, toutes les données qui étaient disponibles en matière d'occupation du sol. Et c'est là où on s'est bien rendu compte qu'il existait des données, mais sur des années beaucoup plus anciennes, réalisées par le biais d'autres sources, où le détail et l'échelle n'étaient pas du tout la même. Donc on a été obligé, on va dire, le géomaticien était obligé de photo-interpréter, on va dire, les quelques communes manquantes pour essayer d'avoir une homogénéité, une harmonie dans nos projets. Sachant qu'encore une fois, la donnée occupation du sol, c'était vraiment une donnée essentielle sur laquelle on partait pour croiser beaucoup de données. Notamment croiser des éléments liés au fonctionnement du territoire viticole. Donc là, je vous présentais tout à l'heure les appellations. Donc là, vous voyez clairement toutes les appellations sur la carte. Donc par exemple, un des exemples d'extrapolation qu'on a pu faire, c'est, même si on est encore en cours de production, c'était partir des appellations viticoles, au sens large du terme,
Ensuite, venir y greffer toute la trame artificialisée pour voir vraiment ce qui restait théoriquement exploitable par le biais de ces appellations. Et ensuite, y greffer tout ce qui est la donnée culture vigne de cuve de l'Oxol, ou en croisant justement avec les appellations. Donc à partir de là, on a vraiment quelques constats qui sortent assez nettement. C'est que toutes les appellations, quand je fais le va-et-vient, toutes les appellations en violet en fait, sont plutôt surexploitées, ce qui n'est pas forcément très étonnant quand on parle de Châteauneuf-du-Pape ou de Vin Sobre ou de Rasteau ou Kéran. Et certaines autres appellations sont sous-exploitées, comme les Côtes-du-Rhône régionaux, qui se valorisent un petit peu moins bien économiquement parlant. Mais il y a un élément marquant qui nous a sauté un petit peu aux yeux, c'est tout ce que vous voyez en jaune. Donc en jaune, en fait, c'est la vigne de cuve de l'Oxol, qui se situe dans des secteurs sans appellation, donc c'est-à-dire vigne de cuve qui est valorisée sous forme de vin de pays ou vin de table. Et ça, c'est un élément important, parce que là, on est plutôt sur des secteurs dits alluviaux, donc dits plutôt propices à des cultures autres, plus diversifiées, ou des cultures qu'on pourrait nommer d'alimentaires. Et en fait, on s'aperçoit que, économiquement parlant, on est sur un territoire viticole qui fonctionne tellement bien, qu'il y a très peu de terres disponibles, et surtout très peu de terres disponibles pour pouvoir y produire du vin de pays ou du vin de table à très haut rendement, pour pouvoir permettre justement à ces viticulteurs qui sont en cru ou qui sont dans d'autres appellations d'avoir une gamme diversifiée dans leur exploitation. Donc ceci explique pourquoi tout le jaune, qui peut aussi poser problème à terme par rapport à la diversité culturelle. Donc ça aussi, ça sera l'un des objets de notre projet. Ça c'est un autre croisement, mais ça je peux le passer rapidement. Autre élément intéressant, c'est quand on a utilisé la donnée Oxol par rapport à la décomposition de nos territoires en unités agropaysagères. L'idée étant de définir à partir de différents critères, dont l'occupation du sol fait partie de ces critères, de définir des unités agropaysagères qui vont nous permettre par la suite de cibler et sectoriser la demande des exploitations. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer tout en détail, mais parce qu'on en est vraiment qu'en phase de production de départ, mais on a aussi d'autres croisements très intéressants, puisqu'on va pouvoir croiser toute cette donnée Oxol, donc notamment Oxol agricole, avec les données statistiques qui ne relèvent pas du tout de la même méthode, qui ne sont pas spatialisées, mais qui vont nous permettre dans l'argumentaire de solidifier notre argumentaire ou de justement, plutôt de voir s'il y a des différences et des précisions à apporter. L'élément sur lequel on va travailler dans les prochains mois, qui sera extrêmement important, c'est que, outre la rencontre des exploitations agricoles, où l'idée première sera de définir le besoin en eau de ces exploitations, donc vous doutez bien qu'on ne va pas aller voir les 4000 exploitations, mais on a défini un panel très représentatif d'exploitations, et on va aller descendre jusqu'à la parcelle pour identifier le besoin en eau de ces exploitations pour chacune de leurs parcelles. On va confronter cette donnée, on va dire, réelle et souhaitée des exploitants avec une donnée qu'on dira un petit peu plus théorique, qui permettra de croiser les cultures au sein de cette base Oxol avec l'estimation des besoins en eau mensuels. C'est-à-dire qu'on est en capacité aujourd'hui de dire qu'un verger a besoin de tant d'eau à telle période selon les mois. Donc, ce qui nous permettra de représenter spatialement un petit peu les besoins théoriques par rapport aux cultures observées à ce jour du territoire. Juste quelques petits mots par rapport aux limites de la base Oxol PACA par rapport vraiment aux besoins de notre projet. Alors, bien évidemment, cette base n'était pas faite pour rentrer en détail et se focaliser sur les cultures, sur les productions agricoles. Mais effectivement, on ne reste que sur des grandes catégories culturales, de type grande culture, verger, vigne. Mais, si on retire la vigne, en fait, on s'aperçoit que dans les vergers, il y a une diversité énorme et qu'effectivement, tous les vergers ne font pas appel aux mêmes critères, aux mêmes problématiques. Il en va de même pour les grandes cultures. Donc, toutes ces données fines et détaillées, on en a parlé ce matin, je crois, justement, on peut les retrouver de manière plus précise dans les MOS grande échelle, si je ne me trompe pas, des Scott. Donc ça nous est très utile. Encore une fois,
tous les territoires ne sont pas pourvus de SCOT, et tous les territoires de SCOT ne sont pas forcément pourvus d'une base Oxol grande échelle. Donc forcément, on a encore une hétérogénéité dans les données. Mais toutes ces données beaucoup plus fines, en fait, on sera en capacité, nous, de les ressortir à partir d'investigations terrain et également d'enquêtes individuelles. Encore une fois, je pense que la base Oxol n'a pas lieu, on va dire, de rentrer autant en détail, d'autant qu'on peut effectivement se rendre compte, comme disait monsieur ce matin, que l'échelle de numérisation en fait, va se concentrer sur des blocs culturaux. Donc on est à une UMC de je ne sais plus combien, 5000 m², et que de temps en temps on a affaire à des cultures, en particulier sur le sud-Drôme, on a pu se rendre compte, donc de type lavandin, plantes aromatiques également, truffiers, enfin des productions assez spécifiques qui ont tendance à se développer et qui se développent souvent sur des parcelles qui ne sont pas forcément de grande taille. Donc peut-être, alors on n'a pas encore de certitude, mais il est peut-être évident qu'en fait la vigne qui va se retrouver dans des gros blocs, où on va retrouver des petites parcelles, on va dire, de ce type, va venir un petit peu sous-estimer. La vigne va être surestimée, à contrario des petites productions type méditerranéenne qui seront quant à elles peut-être plus sous-estimées. Enfin, ça, c'est vraiment des retours un petit peu subjectifs, mais un peu de par les investigations terrain qu'on a pu observer. Alors, je suis désolé, ce n'était pas vraiment axé sur l'Oxol, mais c'est par rapport un petit peu au lancement de notre projet et de l'intérêt de cette base essentielle. Merci beaucoup, Philippe. Une question. Merci. Bonjour, Jacques Sub. 2 questions. Vous n'avez pas parlé du conseil départemental, pourtant c'est un acteur majeur dans l'équipement du territoire. Et est-ce que ce projet fera l'objet d'un débat public ou d'une concertation préalable? Je n'ai peut-être pas parlé, mais vous voyez que le logo quand même du département de Vaucluse est quand même très important et effectivement fait partie des partenaires financiers. Donc j'ai pas parlé effectivement de tous les acteurs, mais bien évidemment il y a déjà eu. Ça sera peut-être le maître d'ouvrage. Personne ne le sait à ce jour. Justement, c'est tout l'objet de l'étude qui devra déterminer, avec un gros travail de concertation. Voilà. Mais oui, bien évidemment, il y aura un débat public. Il y a déjà eu de nombreuses réunions réalisées avec tous les acteurs, les partenaires, préfecture, sous-préfecture. On a fait des réunions aussi à travers les territoires avec les exploitations agricoles, les gestionnaires des structures d'irrigation, et c'est pas fini. D'autres remarques, d'autres questions? Merci. Alors Philippe Rossello, géographaire. Pour le climat et le changement climatique, je vous invite à vous rapprocher du groupe régional d'experts sur le climat en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parce que c'est une structure qui permet de décrypter et de diffuser la connaissance scientifique, et notamment sur le climat futur. Il existe d'ailleurs un cahier thématique agriculture et forêt et ressources en eau. Donc vous êtes en plein sur des axes de travail des groupes de chercheurs qui travaillent, qui se sont réunis pour essayer de diffuser cette connaissance. Autre chose, aussi pour la cartographie du climat présent et futur, et bientôt, d'ici quelques semaines, ou on va dire début de l'année, il y aura une cartographie à haute résolution spatiale des températures et des précipitations. Donc, je répète, climat présent, climat futur, c'est-à-dire 2035-2055. Et donc c'était une étude financée notamment par la région et la communauté du pays d'Aix, enfin ex-CPA. C'est une étude qui est centrée sur le grand site Sainte-Victoire, mais en réalité, les résultats sont à l'échelle de la région PACA. Et donc, c'est des résultats notamment issus pour le climat futur des modèles climatiques Eurocordex. Donc, peut-être à exploiter pour vous. Alors, qui sera disponible où? C'est une bonne question. Justement, là, ça sera soit c'est de l'open data, carrément, donc ça passera aussi par le CRIJ. Ou dans un premier temps, que c'est le géographaire qui a fait l'étude mettra à disposition des données, après extraction et analyse des résultats. Voilà. On échangera avec plaisir nos cartes de visite si vous voulez.
Juste pour la petite anecdote, sachez qu'aujourd'hui, justement par rapport à ce que vous dites, je devais être au colloque de l'INRA PACA, vous devez certainement être au courant, puisque c'est Iñaki qui présentait toute la problématique vigne de cuve, justement, et réchauffement climatique.